Alors, on en arrive maintenant au système d'innovation. Donc, comment est-ce qu'on peut amener de l'innovation sur la business intelligence? Et donc là, on a un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le big data. Donc, ce que j'ai essayé de faire avant de définir le big data et de montrer les cas d'usage du big data, c'est de prendre des cas d'usage qui me paraissent particulièrement significatifs et reproductibles. Alors, j'ai pris à chaque fois des secteurs différents. J'ai pris aussi des cas techniques différents. On va voir que certains travaillent sur du gros volume, d'autres sont plutôt sur des logiques de données non structurées, etc., etc. Alors, le premier cas, pour moi, il est emblématique parce que pour ceux qui se souviennent ou qui étaient là quand les premiers concepts de business intelligence sont arrivés, vous vous souviendrez peut-être que les premiers dont on a parlé, c'était des distributeurs, des grands distributeurs. Et en particulier, il y en a un dont on parlait beaucoup, c'est Walmart, qui a été le premier à dépasser 1 Tera dans ces systèmes d'information. Et donc, qu'est-ce qu'avait fait Walmart? Ils avaient géré des données au niveau du ticket. Donc, en gardant l'information de détail et en créant des structures pour pouvoir les analyser sur toutes les dimensions, dans tous les sens, ils avaient un peu vraiment innové dans le domaine de la business intelligence. Mais là, ce qu'on voit dans CIR, c'est un Walmart 2.0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, OK, ça c'est bien. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je veux définir ma politique de prix, comme je pars des tickets de caisse, etc., j'ai des volumes énormes, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps techniquement, parce qu'il faut faire des calculs très compliqués sur des volumes de données énormes, mais ça me prend aussi du temps, parce que mon processus est assez lourd. Donc du coup, je mets 4 semaines pour déterminer toute ma politique de prix. Donc du coup, je le fais peut-être 4 fois par an, mais enfin, je ne le fais pas très souvent. Je ne le personnalise pas. C'est-à-dire que si j'ai certains types de magasins, certaines régions où les produits se vendent moins bien, je ne vais pas faire la promotion. Si j'ai certains clients sur lesquels ça serait plus efficace que d'autres, je ne vais pas personnaliser la promotion, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les technologies de big data, ils ont utilisé la capacité de traiter en parallèle des volumes énormes pour pouvoir avoir un processus de prix beaucoup plus agile, donc pouvoir le rejouer plusieurs fois dans l'année, pouvoir le spécialiser sur certaines zones de magasins, sur certaines boutiques ou même sur certains clients. Donc en l'occurrence, ils ont utilisé un système qui s'appelle Hadoop pour faire ça. Deuxième exemple, donc là c'est un exemple que j'ai toujours les mêmes données, mais je veux les analyser de manière plus fine, de manière plus fréquente, de manière plus détaillée. Deuxième exemple, ça c'est un projet qu'on a réalisé pas très loin d'ici, en fait dans le sud de la France. On est dans le domaine de l'eau. Et dans le domaine de l'eau, il y a une statistique qui m'a sidéré. Vous pouvez vérifier sur les sites. Moi, je n'y croyais pas. C'est que dans le domaine de l'eau, 25% de l'eau est perdue quelque part dans les tuyaux. Parce qu'il y a des fuites ou parce qu'il y a des fraudes. Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, mais finalement, je peux gagner 25% d'efficacité dans ma supply chain si j'arrive à avoir de la transparence dans l'information. C'est-à-dire, si j'arrive à savoir qu'à tel endroit, il y a une fuite, je peux agir et donc je peux résoudre un problème dont la dimension est énorme. On parle là de milliards d'euros en termes d'enjeux business. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les capteurs qui permettent toutes les heures, à tous les endroits du système, de récupérer l'information sur la qualité de l'eau et le débit. Et par là même, cette information, le plus souvent, quand elle remonte, on n'en a pas grand-chose à faire parce que tout se passe bien. Mais l'enjeu, c'est mon exemple du GPS, de remonter les alertes au moment où il y a quelque chose qui va pas. Donc, il y a des enjeux là en logistique, par la transparence des données, mais il y a aussi des enjeux en termes de relations clients. Parce que vous imaginez bien que s'il y a une fuite d'eau chez vous et qu'on vous prévient 4 heures, ou moins de 2 heures après la fuite, c'est quand même assez appréciable. Troisième exemple, on est dans l'assurance cette fois-ci. Et on est dans le cas d'une entreprise qui souhaite mieux analyser les fraudes et être plus efficace par rapport aux fraudes. Et donc là, ils se sont dit, finalement, il y a un domaine qui est la banque, dans lequel ils font du credit scoring, et ils sont capables, quasiment en temps réel, de faire, quand quelqu'un va sur un site web et veut un crédit, de savoir s'il faut lui donner ou pas le crédit. Donc ils se sont dit, faisons la même chose, faisons du fraud scoring. C'est-à-dire que quand la personne déclare
un sinistre, au lieu d'attendre un peu de temps, d'analyser le dossier, et puis 4 semaines après, de le passer au service des litiges, et puis 2 mois après, de déterminer si oui ou non c'est une fraude, avec un taux de succès en général de 50%, mais ils se sont dit, descendons le processus de décision et automatisons-le. Donc ce système, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous déclarez un sinistre, ben, il va tout de suite vous faire un scoring. Donc par exemple, si vous déclarez que votre voiture vient de brûler et qu'il n'y avait rien à l'intérieur, c'est un petit peu louche. Souvent, quand votre voiture brûle, vous avez laissé des trucs à l'intérieur. Donc là, vous avez un score qui est assez élevé. Alors on va vous redemander des choses. Et en fait, quand on vous demande d'écrire plusieurs fois la même chose et que vous êtes fraudeur, souvent, vous ne donnez pas toujours la même version des faits. Donc du coup, ils vont vous pousser à la faute. Donc en descendant le process, en le mettant près du terrain, ils obtiennent une efficacité bien meilleure sur la gestion de la fraude. Et puis là aussi, tout le monde y est gagnant parce que quand vous n'êtes pas fraudeur, vous êtes remboursé plus vite. Tout ça, j'ai pris ces 3 exemples parce que pour moi, c'est les 3 grands cas d'usage du big data. Aujourd'hui, on a un data warehouse. Qu'est-ce qui blesse? Quelles sont les choses qu'on a du mal à faire quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec le big data? Donc, le premier cas, c'est le cas Sears. C'est que je veux avoir plus de précision, je veux avoir plus d'immédiateté, je veux avoir plus de temps réel dans la façon dont je gère les données. Alors, quand je dis temps réel, vous avez vu que la Sears, c'était je veux simplement rejouer le processus plusieurs fois. Je ne cherchais pas vraiment à faire du temps réel, mais je cherchais à avoir plus des temps de latence qui sont beaucoup plus rapides. Donc là, on est sur des données classiques, structurées, etc. Mais je vais utiliser les technologies pour en faire autre chose et pour faire mieux. Le deuxième cas, pour moi, c'est le plus intéressant, c'est que je me dis, si je n'ai pas l'info, je vais aller la chercher. Donc, c'est l'histoire de l'eau où je vais mettre des capteurs partout. Mais on a des clients, on a Thalys comme client. Et Thalys, ils se disent, quand vous êtes dans le train, il y a le Wi-Fi, donc ils peuvent savoir que vous y êtes. Il y a un cas en ce moment en France qui est assez médiatisé, c'est Rossignol. Rossignol, ils ont créé une application mobile pour les skieurs. Donc quand vous allez au ski au Ménuire, vous branchez le truc pour savoir à quelle vitesse vous allez. Alors ça, pour vous, c'est sympa. Mais pour Rossignol, c'est beaucoup plus sympa parce qu'ils savent que vous êtes au Ménuire cette semaine-là. Et là, ils peuvent vous emmener à la boutique, ils peuvent vous proposer quelque chose, ils peuvent réagir de manière complètement personnalisée par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Donc l'idée de mettre des capteurs, d'aller chercher des nouvelles sources d'informations, de créer ces sources d'informations, c'est quelque chose qui me semble très intéressant à exploiter dans le domaine du décisionnel. Et puis le dernier cas, c'est l'utilisation de données non structurées. Dans le cas de l'assureur, des déclarations de sinistres, c'est en général du texte libre. Il n'y a pas beaucoup de choses structurées, donc il faut être capable de détecter que la voiture a brûlé, qu'il n'y a rien à l'intérieur, par exemple. Donc c'est en analysant du texte libre qu'on doit être capable de pouvoir obtenir ce niveau d'amélioration. Donc là, par rapport à ces 3 axes, on voit qu'on va s'orienter probablement vers des technologies différentes, peut-être vers des façons de gérer les projets différents, vers des façons de gérer la qualité de données différentes, mais on a bien ces 3 grands cas d'usage.